Voilà, bienvenue. Donc, dernier exemple du cours. Donc, vendredi, je vais faire un résumé de la matière, c'est bon? Donc, pas de nouvelle matière vendredi. Alors ici, j'étais 4, donc ça c'est 5, paramagnétisme. Je pense qu'il y en a certains qui ont oublié de fermer le micro, là. Donc, ici, le problème, c'est donc des selles paramagnétiques. Donc, c'est vraiment comme notre problème qu'on a déjà traité. Autrement dit, les selles paramagnétiques, c'est des grosses molécules sur lesquelles il y a des atomes qui sont magnétiques. Hein? Chrome, fer, gadolinium. Donc, on applique un champ magnétique. Et puis, tout ça, c'est dans un bain donc à une température T donnée. Donc, à une température T. J'ai mon système, donc je suis dans... Et puis, comme d'habitude, je vais regarder, donc comme c'est des fonctions de partition que je calcule, je vais pouvoir calculer juste ce qui se passe sur un des spins ici. Et puis, prédire qu'est-ce qui se passe. Donc, là, il faut connaître un peu de mécanique quantique. Donc, ça va être prouvé plus tard, mais pour le moment, on va juste le prendre comme acquis. Donc, l'énergie de ce spin-là de cet atome magnétique dans un champ magnétique, c'est égal à quoi? C'est égal à moins une constante qu'on appelle le rapport gyromagnétique fois le magnéton de bord fois le moment cinétique produit scalaire avec le champ magnétique. Donc, en mécanique, donc ça c'est l'énergie pour un des atomes magnétiques dans le champ magnétique. Et puis ensuite, évidemment, le truc, ça va juste être de calculer la fonction de partition. Hein? Pas très compliqué. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, si je prends ce produit scalaire-là, ça va donner JZH. Hein, en supposant que H soit dans la direction Z. H, direction Z. N'importe quelle direction, là, mais arbitrairement, on appelle ça la direction Z. Maintenant, JZ, dans le cas du spin une demi, ça prenait juste deux valeurs, plus ou moins une demi. D'accord? Dans le cas des atomes qui nous intéressent, donc J pour le chrome, on commence par chrome, fer, etc. C'est égal à 3 demi H bar. En fait, quand on l'écrit comme ça, le H bar est absorbé dans le moment magnétique simulé. Ce qui fait qu'on fait juste le 3 demi ici. Donc, J pour le chrome, c'est 3 demi. J pour le fer, c'est 5 demi. Et puis, J pour le gadolinium, c'est GD, le symbole chimique. Donc, ça, c'est une terre rare qui coûte très cher. Ça vaut 7 demi. Hein? Puis, pour le moment, c'est ce qui donne le plus grand effet magnétocalorique. Je devais déjà discuter de l'effet magnétocalorique. Voilà. Bon, maintenant, il faut savoir que JZ, quelle valeur ça peut prendre? Donc, si ça j'appelle ça, je vais laisser tomber l'indice chrome, fer, gadolinium. Je vais juste appeler ça J, d'accord? Donc, JZ, ça peut prendre des valeurs de moins J jusqu'à J. Donc, si J vaut une demi, il y a juste deux valeurs, moins une demi, une demi. Puis ici, j'ai oublié de spécifier,
on augmente de 1 à chaque fois. D'accord? Donc, ça, c'est moins J. Ensuite, le terme suivant, c'est moins J plus 1. Ensuite, c'est moins J plus 2, etc., jusqu'à J. Il ne faut pas dépasser J. Donc, le moment magnétique est quantifié en unité de H bar. Et puis, donc, c'est des... voilà, quand on a des spins, on a souvent des facteurs 1,5 ici. Donc, moins J plus 1, etc. Donc, dans le cas du spin 1,5, on a moins 1,5. Quand on rajoute 1, on retombe direct à 1,5 puis on arrête. C'est bon? Maintenant, le facteur gyromagnétique G, il est pas mal égal à 2. En fait, dans le cas d'un électron libre, un électron qui n'est pas dans un atome, le nombre qui est le plus connu, qui est le connu à 12 décimales, donc c'est le nombre qui a été calculé et mesuré avec le plus grand nombre de chiffres significatifs, c'est la valeur de G. Et puis quand c'est calculé, ce qui rentre dans le calcul ici, c'est les fluctuations du vide électromagnétique. Donc le H bar oméga sur 2 qu'on a vu, là, dans le cas de la secteur harmonique, c'est ça qui rentre là-dedans. Donc, en fait, c'est à partir de l'équation de Dirac qu'il faut modifier pour inclure le couplage avec le champ électromagnétique. Bon, ça, c'est vraiment bon, je m'en vais en dehors de ce que je suis censé discuter ici. Là. Ici, bon, G, c'est 2, tout simplement. Donc, la fonction de partition Z, ça ne sera pas tellement compliqué à calculer. Z, donc encore une fois, on utilise ce qui est ici, hein, les énergies. Donc, ça va être la somme sur les entiers. M est égal de moins J à J. D'accord? Je suis en train de faire ça ici. De exponentielle de moins bêta toujours. Puis j'ai l'énergie ici. Donc l'énergie, ça va être G mu B fois le champ magnétique H fois la valeur de J. Donc, qui est JZ, que je vais écrire comme étant égal à M. Donc, j'ai moins J plus 1, etc. Donc, dans le cas où j'ai une demi, bon, ben, le M, ici, comme il va de moins J à J, il peut prendre la valeur moins une demi, puis la valeur une demi. Ce qui est important, c'est que ça part de là à là, puis ça change de 1 à chaque fois. D'accord? Donc, on va utiliser le même truc qu'auparavant pour calculer cette fonction de partition. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'utiliser pour calculer la valeur moyenne de l'énergie. Donc, j'essaie de voir, on va voir quel est notre plan ici. Donc, le plan, c'est juste de calculer donc, la valeur moyenne de l'énergie comme étant égale à moins d log z d bêta. Puis ça va être égal à quoi? Ça va être égal à G mu B H. Donc, G mu B H fois la valeur moyenne de M. Puis, si on veut, on peut écrire ça comme moins le moment magnétique mu Z moyen fois H. D'accord? Ou j'ai juste défini le moment magnétique moyen comme G mu B fois la valeur moyenne de M. Donc, ce qui était tracé dans le graphique que vous avez vu, c'est le mu Z ici. D'accord? Qu'on peut obtenir finalement juste à partir de l'énergie en divisant par H. Puis en mettant un signe moins. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait cette somme-là? Cette fois-là, ce que je vais faire, c'est définir la quantité eta, qui par définition va être égale à bêta G mu B H.
juste pour simplifier la notation. Ce qui fait que le Z ici, ça va simplement être égal à somme M égale de moins J à J de exponentielle de moins eta fois M. Alors maintenant, on procède comme la dernière fois, c'est-à-dire que si je regarde Z, c'est égal à exponentielle de moins eta J plus exponentielle de moins eta J plus 1 jusqu'à exponentielle de eta J. Donc, si je multiplie ça par exponentielle de eta J, donc je multiplie par exponentielle de eta J, qu'est-ce qui va arriver? Je vais rire peut-être quand je multiplie ici par eta J, vous voyez que ce terme-là ici, il devient celui-là ici. D'accord? Et puis l'autre terme ici devient celui-là. Mais je vais avoir un terme de plus. Donc, ça me redonne Z. On n'a qu'un terme de moins qui est le premier. Donc, moins exponentielle de moins eta J. Et puis un terme additionnel qui est le terme. Non, ce n'est pas eta J, c'est. Excusez. Aïe, aïe, aïe. Quelle horreur. C'est exponentielle de eta ici qu'il faut. Aïe, aïe, aïe. Donc, je recommence. Quand je multiplie ça par exponentielle de eta, ben le 1 disparaît ici, puis ce terme-là devient celui-là. Mais j'ai un terme de plus ici, à la fin, qui est exponentielle de eta J plus 1, puis il va me manquer ce terme-là ici. Donc, ça me redonne Z moins le premier terme, plus exponentielle de eta J plus 1. Ça marche? Donc, ça veut dire que exponentielle de eta moins 1 fois Z, c'est égal à exponentielle de eta J plus 1 moins exponentielle de moins eta J. Donc, j'ai trouvé Z. C'est bon? Donc, ça veut dire que Z est égal à exponentielle de eta J plus 1 moins exponentielle de moins eta J sur exponentielle de eta moins 1. Maintenant, si je multiplie au numérateur et au dénominateur par l'exponentielle de eta sur 2, je peux réécrire ça de façon assez élégante. Donc, je peux réécrire ça comme... En fait, je vais prendre tout de suite le log, d'accord? Donc, vous voyez, quand je multiplie par eta sur 2, ça donne exponentielle de j plus une demi fois eta, exponentielle de moins eta, oups, c'est ça qu'il faut que j'utilise, excusez, c'est moins.
Donc, quand je fais ici moins une demi, ça fait J plus une demi. Puis ici, ça fait moins J plus une demi. Ici, ça fait eta sur 2 moins exponentielle de moins eta sur 2. Donc, c'est des sinus hyperboliques. Donc, ça veut dire que le log de z est égal au logarithme de sinus hyperbolique de J plus une demi divisé par le sinus fois eta, évidemment, divisé par le sinus hyperbolique de eta sur 2. Et puis là, maintenant, si je dérive par rapport à bêta, avec un signe moins, c'est la même chose que dériver par rapport à t, puis ensuite dériver t par rapport à bêta. Donc, l'énergie ici, je vais avoir juste à diviser par H avant d'avoir ça. Donc, je vais écrire que l'énergie epsilon moyenne c'est égal à moins d log z d eta sur d bêta fois d bêta. C'est tout. Donc, bêta est ici. Donc, si je dérive par bêta, ça fait G mu BH. En fait, comme j'ai juste à diviser par H pour avoir le moment magnétique, puis à mettre un signe moins, bien, je vais aussi bien de calculer tout de suite la valeur moyenne de mu z, puisque c'est ça qui était tracé. À ce moment-là, je n'ai pas besoin du plus. J'ai juste besoin de diviser par H. Mais d eta, d bêta divisé par H, ça donne juste G mu B. Donc, vous voyez, c'est plus rien que de l'algèbre. C'est pas très compliqué là, de calculer l'intégrale, de prendre des dérivés. Donc, j'ai que mu z est égal à G mu B. Donc, vous voyez déjà, ça donne le résultat à température nulle. Hein? Parce que pour mu B, c'était 3,5 par exemple, fois 2, donc ça fait 3 magnétons de bord. Puis dans le graphique, c'est ça qui était tracé. On voyait que la limite asymptotique, c'était ça. Donc, la dérivée du log z par rapport à bêta, mais la dérivée du logarithme de sinus hyperbolique, c'est 1 sur sinus hyperbolique fois la dérivée du sinus hyperbolique. Donc, c'est cosinus hyperbolique. Donc, ici, tout ce qui me reste, c'est la cotangente hyperbolique de eta j plus une demi fois, donc j'ai pas dû écrire ça comme ça. Donc, il faut que je dérive aussi par l'argument par rapport à eta, donc ça donne un préfacteur qui est j plus une demi. Donc, ça donne j plus une demi
fois la cotangente hyperbolique de J plus 1/2 eta plus 1/2 plus 1/2 fois la cotangente hyperbolique de eta sur 2. Donc ici, je pourrais mettre des parenthèses d'un autre style. Alors ici, je peux multiplier par J. C'est ça qui va me donner les valeurs de saturation. Puis divisé par J. Et puis ça, c'est ça qui s'appelle la fonction de Brillouin. Donc, dans la limite, la limite H, vous voyez que ce qui est important aussi, c'est que le résultat, c'est une fonction de champ magnétique divisé par température. Puis ça, on le voit parce que, vous voyez, il y a eta ici. Puis eta, c'est justement champ magnétique divisé par température. Donc, on reproduit ce résultat-là, que les résultats ne dépendent que du rapport H sur température. C'est une première chose qu'on avait remarquée. L'autre chose, c'est que quand la température, quand H tend vers l'infini, donc on a une saturation, H tend vers l'infini, eta tend vers l'infini, cotangente hyperbolique de l'infini, c'est 1. Donc ici, c'était au dénominateur, donc j'ai fait une erreur de signe. Ça devrait être un signe moins. Donc ça donne un signe moins. Donc j'ai J plus 1/2 moins 1/2. Divisé par J, ça fait J. Donc ça tend vers 1 lorsque la température ou lorsque le champ magnétique tend vers l'infini. Donc maintenant, qu'est-ce qui arrive dans l'autre limite, la limite classique? La limite classique, ça c'est quand le champ magnétique tend vers 0 ou que la température est très très grande. Donc le rapport H sur KBT est très petit. À ce moment-là, il faut utiliser les séries de Taylor pour la cotangente hyperbolique. Ce que je ne ferai pas, là, c'est juste, bon, pas très compliqué, c'est fait dans les notes. La subtilité, c'est que la cotangente hyperbolique, son développement, c'est 1 sur Y plus 1 tiers de Y. Cotangente hyperbolique de Y pour Y petit, c'est 1 sur Y plus Y sur 3. Donc, la limite T tend vers l'infini. Je vous donne le résultat. Donc, limite T tend vers l'infini de mu Z, ça va être égal à G mu B au carré divisé par 3, ça c'est le 1 tiers dans le développement de la cotangente hyperbolique, fois 3 fois J plus 1. Et puis, donc c'est H, parce que c'est une fonction de H sur KBT. Donc ça, c'est les lignes droites qu'on voyait quand on allait vers 0. Quand on allait vers 0, c'est qu'on allait vers T tend vers l'infini. Donc là, vous retrouvez la loi de Curie que vous aviez auparavant. Si vous placez J égale 1/2, ça fait 1/2 fois 1/2 plus 1, ça fait 3/2. Donc ça fait 3 quarts divisé par 3, donc ça fait 1 quart KBT H. Si vous dérivez par rapport à H, vous allez retrouver les résultats que vous aviez pour le spin 1/2.
Bon, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je peux faire le calcul classique. Autrement dit, plutôt que d'avoir des valeurs discrètes ici, hein, en bas, j'ai effacé la fonction de partition, mais j'avais des valeurs, j'avais m égale moins j plus 1, etc. Je peux faire des intégrales. Hein. Je peux prendre un moment cinétique qui pointe dans n'importe quelle direction, puis faire le calcul classique. Qu'est-ce qu'on obtient avec le calcul classique? Puis je vais finir avec cette question-là. Dans le calcul classique, on obtient que mu z est égal à g mu b au carré fois j carré h sur 3 kbt. Donc, la différence entre les deux, vous voyez, c'est que j'ai j plus 1, alors qu'ici, j'ai j carré. Tantôt, je vous ai dit avec le secteur harmonique que quand la température tend vers l'infini, on retrouve la limite classique. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas la limite classique ici? Vachement bonne question, non? Avez-vous des suggestions? Donc, je vous donne la réponse. Vous voyez, les niveaux d'énergie ici, dans un champ magnétique, ils vont de moins J à J, d'accord? Maintenant, supposons que KBT ça, c'est KBT. Pourquoi est-ce que je n'obtiens pas la limite classique? Parce que dans la limite classique, il faudrait qu'il y ait des niveaux ici aussi. Ça marche? Mais ici, c'est fini. Donc, pour trouver la limite classique, il faut que je prenne aussi la valeur de J tendant vers l'infini. Hein, parce que dans la limite classique, mon moment cinétique, il peut pointer n'importe où, prendre n'importe quelle valeur. Ici, il y a une valeur maximale. Donc, ça ne peut jamais être classique. Puis, on voit bien ici là, que KBT peut être aussi grand qu'il veut. À un moment donné, quand il est plus grand que ça ici, que le truc, mais je n'ai pas de niveau ici. Donc, si c'était classique, il faudrait que j'aie des niveaux partout ici. C'est clair? Donc, on voit en plus que ici, le plus 1, ça veut dire que le moment magnétique ici est plus grand qu'il serait classiquement. Pourquoi? Bien, justement parce qu'il y a moins de place pour fluctuer. Hein. Quand on fait les fonctions de partition, on calcule toutes les configurations possibles. Dans le cas classique, le moment magnétique, il peut pointer n'importe où. Dans le cas quantique, il peut juste pointer à des endroits particuliers. Donc, il y a moins de fluctuations thermiques possibles dans le cas quantique. Voilà, donc ça termine la matière pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, pas juste pour aujourd'hui, pour la session. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous remettez le devoir vendredi. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous vous adressez à nous, c'est-à-dire Chloé ou moi. Et puis, ben, on se revoit vendredi où je vais faire un résumé de la matière. C'est bon? OK, bon 2 ou 3 derniers jours de cours. Puis à bientôt. Merci. À vendredi. OK, à vendredi. Bye-bye. Comme d'habitude, je reste si vous avez des questions, là. Salut. Pierre-Antoine, tu as une question? Oh non, je dis juste bye bye. OK. Salut.